Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire sur la loi de finances du Sénégal. En fait, cette initiative d'organiser ce webinaire a émergé dans le cadre du groupe de travail finance. Et là, j'aimerais rappeler que nous avons plusieurs groupes de travail dans le cadre de CFC Community, donc la communauté CFC, qui regroupe les experts de cette communauté et qui travaillent ensemble en intelligence collective. Et donc, nous avons le GT Finance, le GTRH, qui a aussi été très actif puisque nous avons publié les années précédentes des guides sur le droit social en Afrique au moment de la crise Covid, une charte sur le télétravail et d'autres publications. Alors, nous avons aussi le groupe de travail juridique, le groupe de travail assurance. Nous avons également un groupe de travail qui regroupe les cabinets de conseil et bien d'autres. Et donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Mahat Sharaibi, qui est lead du groupe de travail finance, que je remercie pour son engagement continu à CFC. Mahat est expert comptable, partenaire chez PwC, en charge des activités juridiques et fiscales, des domaines pour lesquels elle a une très longue expérience. Et Mahat a aussi été présidente de la commission juridique et fiscale du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables jusqu'à récemment. Et puis, elle est également actuellement présidente de la branche marocaine de l'Association de fiscalité internationale, l'IFA, et membre de la commission fiscale de la CGEM. Mahat, c'est toi qui vas modérer ce panel et qui va présenter les autres panélistes. Alors, sans plus tarder, à toi la parole. Merci Lamia pour cette présentation. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire consacré à la loi de finances du Sénégal. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Maï Khan et Edith Goudiaby de PwC Sénégal. Ils ont gentiment accepté d'animer ce webinaire et de nous présenter les principales mesures fiscales qui ont été introduites par la loi de finances 2023 du Sénégal. Avant de leur céder la parole, je voudrais d'abord les présenter. Donc, Maï Khan est Country Senior Partner de PwC Sénégal. Il a 20 ans d'expérience dans la pratique juridique et fiscale. Il est titulaire d'un master en fiscalité et droit des affaires de l'INSEC Paris. Il est membre de l'Ordre national des experts fiscaux du Sénégal et il est également président de la Chambre américaine de commerce au Sénégal. Alors, Edith est juriste de formation, elle est juriste fiscaliste. Elle a rejoint PwC Afrique francophone au Sénégal en 2017 et auparavant, elle a travaillé chez la SNCF à Paris en tant que fiscaliste international, donc fiscaliste spécialisé en prix de transfert. Donc, Edith est titulaire d'un master 2 de droit fiscal obtenu à l'université Paris Panthéon-Sorbonne. Elle est inscrite à l'Ordre national des experts fiscaux du Sénégal en tant que stagiaire. Donc, je vais tout de suite vous céder la parole, Maï et Edith, afin de nous présenter les dispositions fiscales de la loi de finances. Et encore une fois, merci d'avoir accepté d'animer ce séminaire. À vous la parole. Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Mahat, merci beaucoup. Je voulais d'abord préciser que lorsque tu nous as proposé d'animer ce webinaire, nous étions très heureux à double titre. Déjà, c'est le sens du partage en fait qui est magnifié par cette action et aussi surtout par rapport à l'intérêt que vous portez pour le Sénégal. Le Sénégal et le Maroc de tradition sont des pays frères, des pays de partenaires, aussi bien culturels, économiques et aussi de tourisme. Et c'est vraiment une occasion pour nous de le rappeler aujourd'hui. Et c'est ce qui aussi nous a beaucoup motivés afin de participer en fait à ce webinaire, à animer ce webinaire-là. Donc, ce webinaire sera animé par moi-même et aussi Edith. Donc, merci aussi pour la présentation. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Et à titre introductif, ce que je voulais juste évoquer, c'est qu'il s'agit d'une loi des finances qui comprend des modifications du Code général des impôts. Maintenant, ce qui a lieu de noter, c'est que ce n'est pas une réforme de grande envergure, même si à l'origine, c'était l'intention en fait de l'autorité, de l'État du Sénégal. Mais pour des raisons diverses, il s'est plutôt agi
de quelques modifications du Code général des impôts, mais avec deux grandes réformes dont on parlera bien après. Les deux grandes réformes qu'on peut citer rapidement, c'est une réforme dans le secteur du numérique, parce que l'intention en fait de l'État du Sénégal maintenant, c'est de capter au plan fiscal les bénéfices et les profits qui sont engendrés par rapport aux services du numérique qui sont consommés au Sénégal. Et aussi, l'autre réforme assez importante, c'est dans le secteur des hydrocarbures, notamment le secteur pétrolier, pour les entreprises étrangères, en fait, qui opèrent au Sénégal à distance et qui réalisent des affaires et qui tirent des profits au Sénégal sans y être établis. Donc, il y a en fait un mécanisme d'imposition qui a été institué à travers cette loi de finances de 2023. Et après, il s'agit plus de quelques mesures, modifications, corrections pour soit rendre, en fait, apporter plus de fluidité dans nos procédures, les procédures fiscales, ou bien corriger certains manquements, certaines défaillances, en fait, dans le système fiscal. Ou encore, il s'est un peu agi aussi de transposer une directive, parce que le Sénégal étant membre de l'UEMOA, il y a des directives d'ordre fiscal qui doivent être transposées par les États, et c'était une occasion, à travers cette loi de finances, de le faire. Maintenant, sans plus tarder, je vais donner la parole à Edith, qui va parcourir en fait toutes ces mesures-là de manière assez brève et avec quelques commentaires de notre part. Merci. Edith, à toi la parole. Merci Maï. Bonjour à tous. Comme Maï l'a dit, nous sommes ravis d'être là ce matin pour parler de la loi de finances qui a été adoptée par le Sénégal pour l'année 2023. Donc, nous allons parcourir très rapidement les différentes modifications qui sont contenues dans cette loi de finances pour 2023. Et nous allons commencer par l'impôt sur les sociétés, donc l'IS. En matière d'IS, globalement, on a eu quelques corrections dans le Code général des impôts. Et l'une des premières corrections qu'on a concerne ce qu'on appelle l'IRVM sur les réintégrations. Alors, l'IRVM sur les réintégrations, c'est cet impôt qui s'applique sur les charges non déductibles au Sénégal, au taux de 11,11%. Et avec cette loi de finances, on a maintenant une date explicite de dépôt, parce que jusque-là, le Code général des impôts ne se prononçait pas explicitement sur la date de dépôt, de déclaration et de paiement de l'IRVM. On avait une ancienne doctrine qui donnait un délai d'1 mois à compter de la déclaration de l'IS, donc au 30 mai. Et aujourd'hui, cette loi de finances pour 2023 prévoit que la déclaration et le paiement doivent être faits au plus tard le 30 avril, donc en même temps que l'IS. Donc là, c'est surtout une précision qui a été apportée par la loi. Le deuxième point que nous avons pour l'IS concerne le secteur bancaire, donc les établissements bancaires, pour tout ce qui est perte sur créance, donc leur déductibilité à l'IS. En fait, cette disposition, elle vient surtout permettre à la législation fiscale de se conformer à la réglementation bancaire concernant donc ces pertes sur créance. Et donc, le Code général des impôts prévoit de façon explicite maintenant des conditions de fond et de forme pour pouvoir passer une perte sur créance, pour pouvoir déduire une perte sur créance à l'IS. Et l'une des conditions de fond va être que la créance elle-même ait été accordée dans le respect de la réglementation bancaire, qu'elle ait été qualifiée également de douteuse ou litigieuse dans le respect de la réglementation bancaire, et enfin qu'il se soit écoulé une période de 5 ans avant qu'elle ne puisse être recouvrée à compter du moment où elle a été qualifiée comme créance douteuse ou litigieuse. On a ensuite une condition de forme qui consiste à prévoir en annexe à la déclaration d'IS un certain nombre d'informations, notamment la nature de la créance, l'identification du débiteur, un certain nombre d'informations que l'administration, qui doivent être mises à la disposition de l'administration. Donc voilà pour le deuxième point que nous avons en matière d'IS. Le troisième point concerne le paiement solidaire de l'impôt sur la plus-value. Donc jusque-là, on avait une solidarité qui existait déjà concernant la plus-value afférente aux titres miniers ou d'hydrocarbures au Sénégal.
Donc, il était prévu que c'est au cédant de payer l'impôt sur la plus-value, mais à défaut que la société détentrice des titres miniers ou d'hydrocarbures serait également solidaire pour le paiement de cet impôt. Cette loi de finances fait une petite modification quand même en étendant le champ de cette solidarité-là à l'entreprise qui est émettrice des droits sociaux. Donc voilà les 3 points principaux qu'on a en matière d'IS. Maï, je ne sais pas si tu voudrais ajouter des précisions avant qu'on passe au très prochain. rapidement, en fait. Merci, Edith. La précision, c'est que pour la modification portant sur les délais de paiement, c'est pas en fait une nouveauté. Pourquoi? Parce que ça existait déjà dans le dispositif, sauf que c'était uniquement dans la doctrine. Maintenant, le délai du 30 avril a été inséré dans le projet général des impôts, donc pour dire que c'était juste pour apporter une certaine légalité par rapport à un délai. Pour les banques, en fait, c'est une mesure qui existait jusque-là, parce que toi, depuis quelques années, les banques sont dans l'obligation de déclasser. S'il te plaît. Pardon? Bon, je n'ai pas bien entendu. Oui. Donc, je disais, les banques sont dans l'obligation de déclasser certaines créances et il y avait un déphasage entre cette mesure, cette réglementation bancaire et la règle fiscale. Parce que les banques étaient dans l'obligation ne pouvaient pas déduire fiscalement les créances qui sont transformées en pertes, les créances du moins compromises qui sont passées en perte de leur résultat fiscal. Et maintenant, il s'est agi d'insérer en fait cette mesure dans le code général des impôts pour permettre aux banques de déduire les pertes sur créances de leur résultat fiscal, sous condition bien sûr. L'autre modification, c'est plus en fait un ajout par rapport aux plus-values réalisées par les sociétés étrangères et les sociétés étrangères réalisant des plus-values dans des secteurs bien spécifiques, le secteur minier et le secteur pétrolier. Pourquoi? Parce que l'État du Sénégal s'est rendu compte qu'il y a pas mal de spéculation sur les titres miniers et les titres pétroliers. Bon, comme vous le savez, le Sénégal est entré dans une phase de développement en fait dans le secteur pétrolier et en 2023-2024 sera en fait un pays producteur donc de gaz et de pétrole. Il s'agit en fait de un peu pouvoir appréhender l'impôt sur les profits qui peuvent être réalisés par les entreprises étrangères par rapport en fait à des transactions ou bien des cessions de type minier et de type pétrolier. Maintenant, cette mesure a pour objet de sécuriser l'imposition en fait de ces plus-values-là en créant une solidarité entre la société étrangère qui, au cas où elle faillit, la société locale peut être redevable en fait de l'impôt sur la plus-value réalisé par la société étrangère. Donc, c'est juste ça. Edith, s'il te plaît, tu peux continuer. Alors, le prochain point qu'on verra concerne l'impôt sur le revenu des personnes physiques et principalement la limitation de l'exonération des intérêts liés au livret d'épargne des personnes physiques. Alors jusque-là, les intérêts qui étaient perçus par les personnes physiques sur ces livrets d'épargne étaient totalement exonérés et désormais une limitation est prévue, c'est-à-dire la totalité des montants ne sera pas exonérée de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et il est prévu un arrêté du ministre des Finances et du Budget qui sera prochainement pris pour déterminer cette limite. Oui. Disons que cette mesure, en fait, est plus inspirée par le FMI. Parce que le FMI, en fait, a enjoint l'État du Sénégal à revoir, en fait, la liste de ces exonérations. C'est-à-dire que dans le code général des impôts, il y a de nombreuses exonérations et il s'agit, en fait, de les rationaliser. Et l'objectif de l'administration, en tout cas pour le législateur, c'était, en fait, de voir quelles sont les exonérations qui ont un impact social limité. Donc, concernant aussi bien les sociétés, mais aussi les personnes physiques. Et là, en fait, ceux qui sont visés, ce sont les personnes physiques qui ont un certain niveau de revenus jusqu'à aller épargner, en fait, leur revenu. Et au lieu de leur consentir une exonération sur les revenus qu'ils peuvent tirer de ces épargnes-là, il s'agit en fait de supprimer cette exonération-là qui n'a plus de sens selon l'administration fiscale et tout cela en fait sur la base des instructions en fait du FMI. Pourquoi exonérer des personnes qui ont un revenu assez élevé jusqu'à épargner? Quelle est la portée sociale de cette exonération-là? Ils se sont rendus compte qu'elle n'existe pas et là ils sont plus dans une dynamique donc de supprimer ce type d'exonération.
Alors, donc le prochain impôt que nous verrons, c'est la TVA. Alors, en matière de TVA, il y a eu plusieurs modifications avec une innovation particulière, comme l'a rappelé Maï dans les propos introductifs concernant l'économie numérique. Alors, d'abord sur les premières modifications qu'on a, donc l'une des modifications concerne la demande de restitution de crédit TVA, qui est une nouveauté sans pour autant réellement être une nouveauté dans les faits, parce que récemment, on a vu au Sénégal une certaine évolution dans le sens où toutes les déclarations et tous les paiements d'impôts se font en ligne. Donc ça s'est fait progressivement. Ça a commencé par la direction des grandes entreprises et a été étendu à tous les centres fiscaux. Et toujours avec la direction des grandes entreprises, il était également possible de faire une demande de restitution de crédit de TVA en ligne. Aujourd'hui, en prévoyant cette possibilité dans le Code général des impôts, cela vient s'appliquer à tous les centres fiscaux. Et donc, désormais, il sera possible pour tous les contribuables de demander une restitution de leur crédit de TVA en ligne. Et les modalités liées à cette possibilité seront fixées prochainement par décision de la Direction générale des impôts. La deuxième modification que nous avons en matière de TVA concerne certaines prestations d'hospitalisation qui sont pratiquées par des établissements privés. Donc, auparavant, toutes les prestations d'hospitalisation étaient exonérées de TVA. Et désormais, tout ce qui est location de chambres et toutes les commodités dites hôtelières qui sont pratiquées par les établissements privés tels que les cliniques ne seront plus exonérées de TVA. Donc, ces établissements privés seront tenus de facturer la TVA à leurs clients. Le troisième point que nous avons concerne l'extension du droit à déduction de la TVA. Donc, auparavant, maintenant, il sera possible de déduire la TVA qui aura été supportée par un contribuable à la suite d'une constatation d'une erreur. C'est-à-dire que si le fournisseur reprend une facture parce qu'une erreur a été constatée, aussi bien sur le montant et donc avec une répercussion sur la TVA, il sera possible pour le contribuable de déduire cette TVA qui a été modifiée. Concernant le deuxième point, c'est-à-dire la possibilité de déduire la TVA supportée après un redressement fiscal, c'est une nouveauté sans pour autant réellement être une nouveauté, puisque cela existait déjà dans les textes auparavant. Cela n'a pas été repris, mais dans les faits, c'était tout à fait possible de déduire la TVA qui aura été supportée lors d'un redressement fiscal dans les mêmes conditions que si le contribuable avait régulièrement payé la TVA et l'avait déduite. Et désormais, cela est explicitement prévu par le Code général des impôts. La troisième modification qu'on a et qui est réellement considérée comme une modification phare de cette loi de finances, c'est la taxation des services numériques. Donc, tous les services numériques qui sont rendus par un prestataire étranger au profit d'un particulier au Sénégal sont désormais taxables au Sénégal. Et la TVA sera due par le prestataire lui-même s'il a rendu le service directement ou par l'intermédiaire qui aura collecté au nom et pour son compte le revenu en question. Et cette TVA devra être liquidée donc au taux normal, celui de 18%, avec une déclaration qui se fait en ligne. Donc, il s'agit réellement d'une nouveauté sur ce point, puisque jusque-là, tout ce qui est service numérique échappait à la fiscalité sénégalaise. Oui, Edith, donc ça, c'est une réforme majeure. Pourquoi? Parce que l'infraction fiscale maintenant s'intéresse aux services numériques et il s'agit en fait de mettre en fait la fiscalité sénégalaise sur les standards en fait de l'OCDE. Tout cela en fait c'est inspiré par l'OCDE et il y a vraiment des prestataires spécifiques qui sont visés, à savoir Netflix, Amazon et les GAFAM de manière générale. C'est ça le but en fait. Et le principe de l'OCDE par rapport aux services numériques, c'est qu'il y ait en fait de la taxation dans le pays de consommation. Donc le Sénégal a voulu s'aligner par rapport en fait à cette
cette règle. Et l'administration fiscale aussi s'est renseignée dans certains pays, voisins comme autres, pour voir en fait l'impact de cette mesure en termes de recettes. Et apparemment, les retours ont été concluants, ce qui a en fait motivé l'administration fiscale à arrêter définitivement ces mesures qui permettraient maintenant de pouvoir collecter la TVA auprès de ces prestataires-là. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est que est-ce que de manière pratique et efficace et effective, la collecte pourra se faire? Parce qu'il s'agit en fait de pouvoir collecter ça auprès des intermédiaires ou bien du prestataire étranger lui-même. Collaborer avec Netflix et les autres, Facebook, Google, c'est pas garanti. Mais les informations qu'on a eues de l'administration, c'est qu'il y a eu des échanges et aussi comment dire, des travaux de collaboration qui ont été menés et qu'ils ont en fait une forte, ils sont vraiment confiants et très optimistes sur l'effectivité de la mesure et aussi l'impact sur les recettes fiscales. Élise, tu peux continuer. Alors, pour le dernier point, nous verrons les différentes modifications en matière de taxes spécifiques. Une des modifications importantes qui a à côté de la modification en matière de TVA concerne le secteur du pétrole et du gaz, donc le secteur des hydrocarbures, avec l'introduction d'une retenue à la source sur les cessions d'hydrocarbures qui sont réalisées au Sénégal par des personnes étrangères, donc des personnes non domiciliées au Sénégal. Alors là, il s'agit d'une innovation quand même, sans pour autant vraiment l'être, puisqu'elle existait auparavant. Alors en 2018, le Sénégal avait mis en place un prélèvement qui était dû sur les ventes d'hydrocarbures qui étaient réalisées au Sénégal par les personnes morales étrangères. L'objectif étant que le Sénégal ait toujours un stock d'hydrocarbures qui serait acheminé par des personnes morales étrangères, par des personnes morales étrangères, donc au Sénégal, sans pour autant que ces personnes morales puissent être considérées comme ayant des établissements stables au Sénégal et donc taxables à l'IS au Sénégal avec toutes les conséquences qui se rapporteraient à cette qualification d'établissement stable. Donc ce prélèvement avait été mis en place, mais il n'avait pas réellement été appliqué. Et il a été revu avec cette loi de finances pour 2023. Donc, le taux a été revu. Le champ d'application reste toutefois le même, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette retenue à la source, elle est due sur toutes les cessions qui seront effectuées par des importateurs agréés, qu'ils soient locaux ou étrangers, sur les hydrocarbures qu'ils auront acheminés au Sénégal et stockés au Sénégal. Donc, le taux a été fixé à 0,5% par kilogramme et le paiement doit être fait au plus tard le 15 du mois suivant le prélèvement. Et cette retenue à la source, elle est libératoire de l'IS. Maï, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose avant qu'on ne voit le point suivant. Oui, juste pour préciser l'inspiration en fait de cette mesure. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'entreprises étrangères qui acheminaient en fait le stock de produits pétroliers au Sénégal sans pour autant être redevables d'un quelconque impôt au Sénégal. Donc, ils les acheminaient, ils les conservaient ici dans des bacs et selon les opportunités, soit les acheminer au Mali ou bien les écouler en fait sur le marché local. Et il y a 3-4 ans de cela, il y a eu en fait un lourd et un long contentieux par rapport à une de ces sociétés-là qui était en fait considérée comme ayant un établissement stable et l'administration fiscale lui avait réclamé quand même tous les impôts et taxes qui étaient dus par rapport, comme si la société était établie au Sénégal. Donc c'était un redressement fiscal record et après une longue période d'échange, l'administration fiscale en fait a pensé à réaménager en fait le secteur pour ce type d'opération. Pourquoi? C'est parce que ces entreprises-là, au lieu en fait de les contraindre à payer l'impôt sur des impôts et taxes en fait sur les produits dont elles disposent, ce qui pourrait en fait les refroidir et les dissuader d'opérer au Sénégal. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que le Sénégal aussi a besoin que ces stocks-là soient présents parce que ça peut contribuer
à alimenter le stock dit de sécurité, c'est-à-dire le stock qui peut être utilisé en cas de pénurie et autres. Donc, au lieu de les dissuader, il y a eu un aménagement fiscal qui permettrait en fait de payer un impôt forfaitaire qui ne serait pas dissuasif ou bien aberrant, et de la même manière leur permettre en fait de continuer à opérer comme elles l'entendaient. Donc voilà ce dispositif qui a été mis en place. Donc une société étrangère peut bien opérer comme par le passé en disposant d'un stock ici sans pour autant être considéré comme ayant un intéressement stable et taxé comme toute autre société au Sénégal dans le même secteur. Et voilà ce qui justifie en fait ce dispositif-là, qui existe quand même depuis plus de 2 ans, mais qui n'a jamais eu à être appliqué de manière effective. Et là, il s'agit en fait de le rationaliser de manière à ce qu'il soit applicable dès maintenant. Voilà ce que je pourrais ajouter, Edith. Pour continuer. Merci Maïli. Alors, la deuxième réforme en matière de taxes diverses concerne toujours le secteur des hydrocarbures, donc la taxe spécifique sur les produits pétroliers. Alors, il s'agit d'une mesure qui vise à permettre à l'administration fiscale de mieux contrôler le paiement de la taxe spécifique sur les produits pétroliers en mettant à la charge des entreprises de stockage une obligation. Donc, ces entreprises doivent désormais, au moment de prélever les produits pétroliers, elles doivent désormais exiger à l'acquéreur ou à l'importateur des produits pétroliers un quitus. Donc, un quitus qui prouve qu'ils ont bien acquitté la taxe spécifique sur les produits pétroliers, et ils doivent en plus conserver cette attestation à titre de justificatif. Et une amende est prévue en cas de défaut, en cas de non-respect de cette obligation-là. Globalement, voilà sur ce second point. Ensuite, les dernières modifications qu'on a dans la loi de finances pour 2023 concernent la taxe sur les conventions d'assurance. Donc, pour la taxe sur les conventions d'assurance, on a spécifiquement une revue à la hausse des taux. Donc, pour la quasi-totalité des assurances, on a une augmentation du taux de la taxe sur la convention d'assurance, à l'exception de l'assurance payée sur les crédits à l'exportation, mais sur tous les autres taux, on a une modification. Ensuite, sur le prélèvement sur les compagnies d'assurance, là, on n'a pas un changement de taux, mais on a plutôt une modification quant aux assujettis. Auparavant, elle était due par les sociétés d'assurance et également les sociétés et les compagnies de réassurance. Avec la loi de finances pour 2023, on exclut les compagnies et les sociétés de réassurance, et pour les primes d'assurance vie, le taux est ramené à 0,5% au lieu de 1%. Alors, le dernier point, les dernières modifications concernent d'une part l'action en restitution. Donc, pour le contribuable qui introduit une action en restitution d'impôt, il devra en plus joindre les justificatifs de son exonération. Donc là, il s'agit plus d'une précision qui est faite dans le Code général des impôts. D'autre part, l'autre précision, modification qui est faite, concerne les cas de radiation simultanée ou successive sur plusieurs titres fonciers. Là, c'est pour limiter un peu les contentieux en la matière. Donc, jusque-là, le texte prévoyait uniquement le paiement d'un droit proportionnel en cas d'inscription simultanée ou successive de plusieurs titres fonciers. Désormais, il est précisé que cela concerne aussi les radiations simultanées ou successives qui sont faites sur plusieurs titres fonciers. Donc, dans ces cas de figure, on a un seul droit proportionnel qui est dû, et pour toutes les autres modifications qui seront faites, un droit fixe sera payé. Donc, voilà globalement pour les derniers points de la loi de finances pour 2023. Oui, Elie, donc c'est bien ça. Donc, les dernières modifications sont, entre guillemets, relativement secondaires. Donc, comme tu l'as si bien dit, il y a un relèvement des taux pour les primes d'assurance. L'objectif qui était visé par l'administration fiscale, c'est de plus imposer, en fait,
les primes qui sont souscrites, du moins les polices d'assurance qui sont plus souscrites par les personnes, entre guillemets, nantis ou bien disposant de revenus assez élevés. Parce que c'est des types d'assurance bien spécifiques. Je peux donner l'exemple, par exemple, de l'assurance habitation, qui n'est pas un type d'assurance assez vulgarisé ou bien commun ou bien populaire au Sénégal. Donc, c'est plutôt certaines personnes qui ont ce réflexe-là de souscrire à ce type d'assurance. Donc, voilà. L'objectif de l'abstraction fiscale, c'était plus de relever le taux pour ce type d'assurance qui n'était pas vraiment privilégié par certaines couches de la population. L'autre modification, donc la dernière présentée par Edith, c'est pas une modification, mais c'est plus un aménagement qui permet d'apporter en fait plus de fluidité dans les procédures et dans l'objectif d'améliorer le cadre, en fait, l'environnement des affaires au Sénégal. C'est vraiment l'objectif qui est utilisé. Voilà. Donc, en résumé, vous avez bien vu donc les modifications, certaines majeures, d'autres secondaires. Si vous avez des questions, nous restons à votre disposition. Merci. Très bien. Merci beaucoup, Maï et Edith, pour cette présentation très claire et très précise. Merci aussi pour les commentaires qui permettent d'expliquer le bien fondé des mesures prises et le rationnel derrière. Alors, bien évidemment, Maï et Edith sont prêts à répondre à vos questions. N'hésitez pas à les poser via le chat. Peut-être en attendant d'avoir des questions, j'ai noté la mesure sur la fiscalité des services numériques, sur la TVA sur les services numériques. Et donc, l'idée, ce serait de faire payer la TVA, soit par les intermédiaires, soit directement par les opérateurs. Est-ce qu'il n'y a pas des cas où il n'y a pas d'intermédiaire, où le consommateur est en contact direct, et dans le cas particulier, est-ce que ce serait au consommateur de payer la TVA due? Est-ce que ce cas a été traité, ou est-ce que pour l'instant, on a traité le cas uniquement des transactions, enfin, des opérations qui passent par des intermédiaires, en fait? Oui, Mahad, c'est une bonne question. En fait, l'administration fiscale est bien consciente que le consommateur ne pourra jamais reverser, du moins payer la TVA. Parce que les consommateurs, ce sont des personnes physiques le plus souvent, ce ne sont pas des assujettis. Donc, il serait impossible de pouvoir, en fait, appréhender la TVA à ce niveau-là. C'est pour cela, en fait, l'obligation a été posée plus sur la tête des intermédiaires, tout comme des prestataires eux-mêmes. Maintenant, à ce stade, ce qu'il faut savoir, c'est que la mesure est prise, mais on s'attend à ce qu'il y ait un arrêté. L'arrêté, en fait, qui va décrire les modalités pratiques de collecte, d'imposition et de reversement. Mais il est clair que l'administration fiscale entend s'appuyer sur les intermédiaires et les prestataires eux-mêmes. Maintenant, le cas où le prestataire, il n'y a pas d'intermédiaire et le prestataire, il est à l'étranger, on verra ce que l'arrêté dira. Dans quelle mesure il y aura cette collaboration-là? Bon, nous, on a eu un étonnement parce que on n'est pas certain que la collaboration, en fait, qui est envisagée ou du moins qui est attendue, pourra être au rendez-vous de la part des GAFAM. Est-ce que la France fiscale pourra imposer à Netflix, Amazon, par quels moyens de pouvoir collecter, de reverser? On attend de voir. En tout cas, l'arrêté, tant qu'il n'est pas encore pris, on ne pourra pas trop se prononcer. Mais l'objectif qui est poursuivi, c'est ça, passer par les intermédiaires. Sachant que le Sénégal n'est pas à son premier coup d'essai, c'est-à-dire appréhender la TVA à partir des intermédiaires. C'est quelque chose qui est relativement classique. L'infrastructure fiscale a cette ingéniosité de trouver le moyen tout le temps, souvent. Il y a pas mal d'exemples. Je peux vous donner un exemple comme ça. Bon, c'est pas les intermédiaires, mais bon. Voilà, l'exonération, par exemple, de TVA sur les téléphones portables. Les téléphones portables sont importés et il n'y a pas en franchise de droits de douane et de TVA. Maintenant, qu'est-ce que l'État du Sénégal a fait? Il a institué une taxe, la RUTEL, qui est collectée auprès des opérateurs et qui remplace un peu la TVA. Ça, c'est un exemple. Il y a aussi un autre exemple, c'est la taxe sur l'utilisation des routes.
Avant, il y avait une vignette qui était payée par par les automobilistes, mais il y avait une difficulté en fait de recouvrer cette taxe-là. Qu'est-ce que l'État a fait? Ben, cette taxe s'est répercutée en fait dans le prix du carburant. C'est-à-dire que de manière indolore, on ne le sent pas, on ne la sent pas, mais elle est collectée. Donc voilà, l'État du Sénégal quand même a toujours eu cette ingéniosité et cela ne m'étonnerait pas si toutefois la mesure en fait n'est pas effective ou bien il y a des difficultés d'application. Trouver un autre moyen de pouvoir la collecter. Voilà. Très bien. Alors, y a-t-il des questions? Mahat, tu as vu sur la chat box, on nous demande si on peut envoyer le support de présentation. Donc évidemment, en général, dans toutes nos présentations, nos webinars, on envoie les supports de présentation après. Donc il n'y a pas de souci, hein. La dernière fois, il y a eu la charte du télétravail qui a été entièrement envoyée à toute la communauté CFC. Donc ça, normalement, il n'y a pas de souci. Si vous pouvez nous confirmer que c'est OK. Oui, bien sûr. Le support sera transmis. D'accord. Parfait. En attendant, d'avoir d'autres questions, la présentation en fait était très claire, c'est ce qui explique qu'il n'y ait pas beaucoup de questions sur la présentation elle-même. Je voudrais justement profiter de l'occasion pour vous demander de nous donner un petit aperçu des principaux sujets ou des principaux chefs de redressement dans le cadre des contrôles fiscaux actuels. Est-ce qu'il y a un sujet qui intéresse tout particulièrement l'administration fiscale sénégalaise? Je pense notamment au prix de transfert. Est-ce que chez vous, est-ce qu'au Sénégal aussi, c'est un sujet qui revient souvent dans les notifications? Est-ce qu'il y a vraiment des aspects sur lesquels l'administration fiscale sénégalaise fait un focus en ce moment? Bon, je laisse le soin à Edith de se prononcer. Oui, bien sûr. Alors oui, la dernière tendance un peu au Sénégal en termes de redressement, on a parmi les différents chefs de redressement effectivement les prix de transfert. Donc l'administration fiscale a de plus en plus tendance à s'intéresser aux opérations internationales qui sont réalisées par les sociétés au sein de leur groupe. Donc, avec un focus particulier sur tout ce qui est management fees, qui est quand même où les montants sont généralement considérables et qui ont des impacts aussi bien en matière d'IS qu'en matière de TVA pour compte, sachant qu'en matière de TVA pour compte, au-delà même des prix de transfert, en 2022, donc au Sénégal assez récemment, il y a eu cette modification du Code général des impôts sur la déductibilité de la TVA pour compte, donc au regard de la notion de transfert de savoir-faire. Donc, pour le moment, il n'y a pas eu de très grand redressement sur ce point, principalement parce que la mesure n'a été effective que récemment, mais donc c'est un point toujours en lien avec les opérations internationales qui fera l'objet sans doute de redressement dans un avenir proche. On a aussi une recrudescence des contrôles douaniers. Donc l'administration douanière, donc, parallèlement à l'administration fiscale, s'intéresse aussi énormément, parce qu'aujourd'hui au Sénégal, c'est l'administration douanière qui est en charge de tout ce qui est réglementation d'échange, donc du contrôle du respect de la réglementation d'échange au Sénégal. Donc l'administration douanière effectue de plus en plus de contrôles en la matière. Au cours de l'année 2022, il y a eu beaucoup de contrôles sur ce point. Et de façon générale, pour les derniers redressements à côté donc, de ces deux points évoqués, on a des points un peu classiques tels que les impôts locaux, avec la CEL, VA et VL qui sont récentes. En matière d'IS, tout ce qui est déductibilité des charges et également en matière de TVA. Mais globalement, les prix de transfert restent un sujet pour l'administration fiscale, aussi bien en matière d'IS que de TVA.
Ouais. Très bien. Non, mais c'est bien ça, hein, Edith. Indépendamment des, comment dire, des points de redressement qui font souvent l'objet de contentieux, euh, ce qu'il faut retenir aussi, c'est l'état d'esprit de l'administration fiscale sénégalaise. Et son état d'esprit, en fait, est influencé par l'actualité. Bon, par deux choses. Déjà, le secteur pétrolier et gazier. Comme vous le savez, vraiment, c'est le secteur phare actuellement. Toutes les fixations s'orientent vers ce secteur-là. Et on découvre, hein, parce que le Sénégal est néo, en fait, dans ce domaine-là. Et la législation, en fait, est adaptée en conséquence. Donc là, l'orientation en fait, de l'État du Sénégal, c'est de pouvoir capter le maximum de profit par rapport à tous ces acteurs-là qui interviennent. Et comme je l'avais dit tantôt, ces acteurs étrangers qui font pas mal de spéculations parce qu'on se rend compte que dans un projet pétrolier ou bien gazier, l'initiateur, le promoteur de départ n'est pas en fait l'opérateur de la fin. Pourquoi? Parce qu'il y a eu pas mal d'échanges, de sessions, de transactions sur ces titres-là. Et l'administration fiscale, du moins le législateur, a aménagé les dispositifs de manière vraiment à sécuriser l'imposition en fait de des plus-values qui peuvent être réalisées. Et aussi, il en va de même dans le secteur minier. Et on voit donc pas mal d'évolutions dans les dispositifs actuels. L'autre point qui est assez important, c'est la standardisation de la législation fiscale. On note en fait depuis 3 ans que la volonté de l'administration fiscale, c'est de mettre en fait le dispositif, le système fiscal sénégalais au standard OCDE et tout. Et donc, comme Edith l'a dit, en matière de prêt de transfert, c'est le cas. Et aussi, la réglementation BEPS. Il y a aussi pas mal de mesures qui ont été prises en ce sens. Et avec les obligations déclaratives des entreprises. Et maintenant, dans tout contrôle fiscal, dans tout redressement fiscal, à 90%, il y a un point en matière d'impôt sur les sociétés, sur les transactions entre sociétés liées. C'est quasi systématique. Ça peut être dû au fait qu'il y a un déficit de justificatif quant à la réalité de l'assistance technique, des management fees et tout, parce que c'est forfaitaire. Et ça peut aussi être dû au fait que le prix, en fait, la rémunération, elle est forfaitaire ou bien elle n'est pas suffisamment documentée. Donc, vraiment, c'est un point de fixation et aussi un point d'attention pour les contribuables. Très bien. Il y a une question Et sur puis, la... Mahat, tu as vu? En revanche, vas-y, vas-y. y a-t-il un deadline à respecter pour le local file? Ah, voilà, j'ai aussi. Alors, pour le local file, donc la documentation de prix de transfert, il n'y a pas de délai réellement. Donc, la documentation doit être mise à la disposition de l'administration fiscale en cas de contrôle fiscal. Mais il n'y a pas de dépôt en soi. Le seul dépôt qu'on a en matière de prix de transfert, c'est la déclaration annuelle des prix de transfert et elle est déposée en même temps que la déclaration d'IS, donc au plus tard le 30 avril. Parfait. D'autres questions? Peut-être juste un mot sur les conventions et l'application des conventions par l'administration fiscale sénégalaise. Enfin, il y a une convention avec le Maroc, mais j'imagine qu'il y en a plusieurs avec d'autres pays. Est-ce que l'administration fiscale sénégalaise applique les conventions? Est-ce qu'elle a tendance à avoir une interprétation un peu agressive? Quelle est la tendance? Et est-ce que la convention Maroc-Sénégal, est-ce qu'elle fonctionne bien? Alors, les conventions fiscales sont bien appliquées. Alors, on a une vingtaine de conventions fiscales signées par le Sénégal avec d'autres États. Elles sont bien appliquées dans le cadre des différentes activités ou des différentes transactions qui sont effectuées avec des personnes physiques ou morales de ces pays-là. Et de façon générale, sur certains points, on peut avoir, bien entendu, dans le cadre de contrôle fiscal, des interprétations différentes, mais on ne peut pas réellement qualifier l'interprétation d'agressive.
On a bien, donc les interprétations restent divergentes parfois sur certains points, mais elles ne sont pas réellement agressives, notamment pour les conventions où c'est clair, comme la convention marocaine, qui est quand même cette convention qui vise toutes les prestations de services. Donc sur cette convention, par exemple, on n'a pas souvent de difficultés parce que dans tous les cas, toutes les conventions rentrent dans le scope. Si on prend l'exemple de la Convention française concernant tout ce qui est redevance, par exemple, sur certaines prestations de services, je pense aux prestations informatiques, par exemple, cela peut être sujet à interprétation sur tout ce qui est service de maintenance ou autre, parce que le contribuable peut considérer que ce ne sont pas des redevances, alors que du point de vue de l'administration fiscale, l'interprétation sera autre. Donc, dans ce genre de situation-là, qu'on a des interprétations différentes. Donc, tout dépend de la convention fiscale qui est concernée, mais de façon générale, l'interprétation n'est pas réellement agressive du point de vue de l'administration fiscale. Parfait. Alors là, je vois une question. Les sociétés soumises aussi bien aux dispositions du Code général des impôts que celles de l'acte additionnel à l'accord de coopération inter-États portant sur le développement et l'exploitation des réservoirs du champ Grand Tortue, c'est ça? Oui, je pense que la question concerne l'accord de coopération sur le GTA, qui est lié aux récentes découvertes de pétrole et de gaz au Sénégal. Donc, il y a un accord qui est prévu sur le champ GTA. C'est le champ qui se situe entre le Sénégal et la Mauritanie. Un accord a été signé entre le Sénégal et la Mauritanie et cet accord prévoit globalement le régime fiscal applicable aux sociétés qui interviennent dans ce champ-là. Je ne suis pas sûre d'avoir compris la question, mais enfin, je suppose que la personne parle bien de cet accord-là. Oui, en fait c'est le bloc, c'est un bloc pétrolier qui se situe entre la Mauritanie et il y a une découverte en fait d'importantes ressources gazières dans cette zone. Et le Sénégal et la Mauritanie donc ont signé une convention, c'est une convention d'inutilisation, comme on l'appelle, et qui permet en fait de se partager les ressources pouvant découler de cette zone-là. Et après, cette convention-là, cet accord, a été suivi par un second accord qui, en fait, arrête le régime fiscal à appliquer pour tous les acteurs qui opèrent, qui rendent des services qui opèrent, en fait, par rapport dans cette zone-là, dans le secteur pétrolier et gazier, notamment gazier. Et ce régime fiscal-là est unique et s'applique en lieu et place du dispositif local, aussi bien pour la Mauritanie que pour le Sénégal. Maintenant, il peut y arriver que pour certains impôts, notamment pour les salariés, parce qu'on peut avoir une entité qui physiquement et géographiquement est établie au Sénégal, en pareil cas, notamment pour le personnel, il s'agira en fait du dispositif sénégalais. Mais pour tous les autres impôts, de manière à ce qu'il y ait de l'équité par rapport à tous ces acteurs-là qui opèrent dans cette zone commune, c'est le régime fiscal qui est arrêté par l'accord sur le GTA. Donc, ça s'appelle l'accord sur le GTA. Et pour rappel, le GTA, les opérateurs qui interviennent, c'est BP, British Petroleum, et Cosmos, qui sont les opérateurs dans cette zone. Et après, il y a tous les prestataires de services qui opèrent également et qui sont soumis en fait, au régime fiscal décrit dans l'accord arrêté entre le Sénégal et la Mauritanie. Et d'ailleurs, même, il y a une unité mixte, c'est-à-dire que dans le même prolongement, les deux administrations fiscales ont créé en fait un organe commun, entre guillemets, ce qu'on appelle unité mixte, qui est en charge en fait de gérer aussi bien les obligations
déclarative et de paiement de ces contribuables-là, mais aussi de contrôle des contribuables intervenant dans ces zones. Voilà. Et cette unité mixte est composée de Sénégalais comme de Mauritaniens. Très bien, merci beaucoup. Une autre question sur le règlement de l'UEMOA sur la non-double imposition. La personne demande si… Est-ce que vous avez répondu, est-ce qu'elles sont tenues de présenter 2 états financiers, une pour la DGID et l'autre pour GTA? C'était ça la question en fait. La personne en fait a ensuite donné les questions parce qu'il n'y avait pas une question. Oui. Et ensuite on pourra passer à celle-ci effectivement. Si… Non, en principe, leur seul interlocuteur, c'est l'unité mixte. Hein. C'est l'unité mixte, donc le dépôt des déclarations, c'est à ce niveau-là. Sinon, il y a un double. Sachant que dans l'unité mixte, il y a des inspecteurs fiscaux sénégalais et aussi mauritaniens. Très bien. Ok, donc autre question, est-ce que le règlement de l'UEMOA sur la non-double imposition est appliqué par l'administration fiscale? Oui, depuis très longtemps. C'est un règlement qui date de 2008. Du moins, c'est une convention qui date de 2008 et qui est appliquée par l'État du Sénégal de manière stricte et fidèle. Hein. Il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là. De manière générale, les conventions fiscales, l'administration fiscale quand même reste assez, je dirais pas souple, mais tend à se conformer en tout cas à leur contenu. Donc, les contribuables n'ont pas de difficultés particulières. À l'époque, il y en avait eu sur la notion de prestation de services d'assistance technique, la retenue à la source. Il y avait pas mal de difficultés d'interprétation, mais maintenant, ça, c'est vraiment derrière nous et on a beaucoup évolué par rapport à ça. Parfait. Alors, il y a une autre question en matière de prix de transfert. Alors, la tendance serait-elle une remise en cause par l'administration fiscale de la détermination du prix ou du chiffre d'affaires, ou le groupe doit-il simplement justifier avec une documentation suffisante la matérialité des services rendus? Alors oui, la réponse est oui. La tendance est, en fait, c'est pas réellement une nouvelle tendance. Hein. Depuis bien longtemps, en matière de prix de transfert, l'administration fiscale n'a jamais été d'accord sur le principe de déterminer un prix sur la base du pourcentage du chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que elle estime qu'en ayant comme base pour déterminer donc un prix, un pourcentage du chiffre d'affaires, cela ne témoigne pas de la réalité de la prestation de service ou de son effectivité ou de la contribution réelle des services qui sont rendus à la société locale. Non, elle estime qu'au final, le prix n'est pas corrélé au service lui-même. Donc, de façon générale, ce n'est pas une méthode que l'administration accepte. Elle a tendance à la remettre en cause. Et parallèlement, sur la question des justificatifs, donc, même si c'est cette méthode qui est retenue ou une quelconque autre méthode, les justificatifs restent également une exigence. Donc, au final, la société locale doit déterminer un prix donc, qui témoigne de l'effectivité des services et de la réalité des prestations de services de façon générale, et ensuite mettre à la disposition de l'administration une documentation de prix de transfert lorsqu'elle entre dans le champ d'application de cette obligation, et ensuite mettre à la disposition de l'administration un certain nombre de justificatifs qui vont consister en des factures, des contrats, des feuilles de temps, vraiment tout ce qui permet de démontrer la matérialité des faits. Donc, c'est tout cet ensemble-là qui est pris en compte pour qu'une transaction soit considérée comme conforme au principe de pleine concurrence. Très bien. Alors, je vois une dernière question. Si une société bénéficie du taux d'IS réduit, est-ce que le taux de l'IRVM de 11,11% sur les réintégrations fiscales bénéficie lui aussi de la réduction?
Alors, pour cette question-là, la réponse est non. C'est-à-dire que le fait que la société donc, bénéficie d'un taux réduit, donc déjà, tout dépend du régime fiscal auquel elle a droit. Cela n'a pas vraiment d'incidence sur l'IRVM. L'IRVM reste dû. Après, si le régime fiscal, si par exemple c'est une EF, ce qu'on appelle les EFE, qui peuvent bénéficier du taux réduit d'IS, c'est-à-dire à 15%. Elles sont exonérées d'IRVM en principe. Mais le fait d'avoir un taux réduit n'entraîne pas automatiquement une réduction du taux d'IRVM. Il n'existe pas en fait de taux réduit pour l'IRVM. C'est soit on est exonéré, soit on doit l'IRVM. Très bien. Je pense que c'est très clair. Je pense qu'on n'a plus de questions. Je pense qu'il ne nous reste plus qu'à vous remercier encore une fois d'avoir accepté d'animer ce webinaire. C'était riche en informations. Nous partagerons avec la communauté CFC donc la présentation. Et ils auront vos contacts. Donc, bien évidemment, s'ils ont besoin d'informations complémentaires ou s'ils ont des transactions au Sénégal, ils pourront vous contacter directement. Donc, un très grand merci Maï et Edith. Un très grand merci à toutes et à tous d'avoir suivi avec nous ce webinaire. Peut-être je te redonne la parole juste pour le mot de la fin. Oui, merci, merci Mahat, merci Maï et Edith. Vous nous avez vraiment nourris sur la loi de finances sénégalaise. Et ce que je voudrais dire à la communauté CFC, c'est que cette année, on aimerait également donner la parole à l'APIX, l'agence de promotion des investissements sénégalaises. On va les inviter pour qu'ils viennent ici présenter les opportunités d'affaires qu'il y a au Sénégal et parler un peu du doing business au Sénégal. Voilà, comme on a pu le faire pour d'autres pays d'ailleurs. Donc sur ce, je vous souhaite une très belle journée et on vous dit à très très bientôt sur d'ailleurs ce volet coopération africaine. Nous avons très bientôt, vers fin février, vous aurez les éléments rapidement, une agence de promotion des investissements qui viendra ici sur place faire une présentation un mardi après-midi. Donc, on vous enverra les éléments très rapidement. Là, ce sera en fait une présentation en présentiel sur les opportunités d'affaires de ce pays-là. Je vous laisse la surprise, mais très bientôt, vous aurez les éléments. Voilà. Très bonne journée à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci à tous. Merci. À très bientôt, Maï, Edith. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.